Rucher de Crône, j'amène la troisième et dernière ruche du rucher. Donc là, l'espacement entre les ruches, je pense, c'est 2 mètres, c'est pas 2,50 m. Hein. Je vais mesurer. 1, 2, allez, 2 mètres. J'ai 2 mètres d'écart. Alors, 2 mètres d'écart, c'est pas beaucoup en fait, hein, parce que j'ai vu des vidéos d'un gars qui est dans la sauvegarde des abeilles depuis très très longtemps, et lui, j'ai oublié son nom, hein, c'est dommage, je le retrouverai. Lui, il conseille 20 ou 30 mètres entre deux ruches. Donc vraiment, là, moi je suis léger par rapport à lui. Hein. Moi, je peux pas faire 20 mètres entre deux ruches. Hein. Bon, peut-être à Montgeron, je pourrais le faire. Bon, ok, donc là j'ai fait le ménage. J'ai retiré les anciennes ruches. Je vais enlever celle-là et je vais mettre la nouvelle ruche. Puis je vais faire quelques commentaires parce que là j'ai pris des décisions importantes pour la suite. Voilà le résultat. La troisième là à droite. Elle est exactement identique à celle d'avant. Enfin, la construction est un petit peu différente, elle est simplifiée. Puisque maintenant on a vraiment 4 panneaux assemblés. Donc 4 panneaux de 90. Le devant est légèrement plus étroit que les côtés. Donc ça nous fait un carré de 38 par 38. Donc en bas on a une boîte qui sert d'isolation par rapport au sol. Là j'ai posé sur un toit recyclé, c'est pas mal. Je mettrai autre chose, je mettrai une plaque, un carreau de carrelage sûrement, quelque chose comme ça. Au-dessus il y a un corps de 40 litres et en dessous, au-dessus il y a une hausse de 20 litres. Voilà. Donc là j'ai trouvé une nouvelle idée. Alors d'abord, le plus important c'est qu'est-ce que je vais faire pour les varrois. L'urgence c'est trouver une solution pour les varrois en fait. Si on veut que les abeilles survivent, il faut trouver une solution contre les varrois. En réalité, les apiculteurs n'ont pas besoin vraiment de solution contre les varrois. Ils s'en fichent complètement, ils peuvent très bien vivre avec puisque de toute façon quasiment ils tuent les abeilles tous les ans pour remettre des reines. Donc ça revient à tuer, ils gardent les essaims juste pour le roulement en hiver et pour pouvoir redémarrer avec des reines achetées, des reines d'élevage, des reines fabriquées, des reines jetables chaque année, quasiment. Sauf quelques amateurs qui ne se rendent pas bien compte qui sont à côté de la plaque. Et donc du coup, la faiblesse des abeilles ne les gêne pas du tout, puisqu'ils les exploitent chaque année. Et la présence des varrois, finalement ils vivent très bien avec. Mais nous, on ne peut pas. Parce que nous, on veut faire, on veut des abeilles naturelles. Et les abeilles naturelles, il faut qu'elles résistent aux varrois, sinon c'est pas possible. Nous, c'est hors de question qu'on achète des abeilles, des reines tous les ans. Ça n'a pas de sens. On n'en a rien à faire. Ça ne nous intéresse pas. Ça n'est utile que pour produire du miel. Mais nous, on s'en fiche de produire du miel. C'est pas la priorité. Donc, on a absolument besoin d'une solution pour les varrois et on va la trouver. On va la trouver parce qu'on est obligé. Parce que si on la trouve pas, on peut arrêter en fait. Si on la trouve pas, tout ce qu'on fait sera pas durable. Donc j'aime bien le look. Hein. Là, je suis content. C'est un petit peu trop parce que normalement en bas il n'y a pas un toit. En bas il n'y a rien. Il y a juste un support d'isolation. Donc normalement c'est un tout petit peu moins haut que ça. C'est ça moins 15 cm je dirais. 10-15 cm. Donc moi jusqu'à maintenant je me disais que l'hyperthermie était peut-être une solution. Et là j'ai creusé un petit peu, j'ai réfléchi, j'ai un petit peu creusé la solution et je pense que c'est pas une solution l'hyperthermie. D'abord j'ai compris ce que j'avais pas compris au départ, que dans les cuissons d'hyperthermie, on ne met que du couvain et en plus du couvain fermé. Là j'ai eu un petit retour du rucher de la poudrerie et il y a un stagiaire qui a rigolé en disant oh ouais on a fait du popcorn du popcorn de larves, du popcorn d'abeilles. Bah ouais parce que si on fait chauffer trop longtemps les rayons de couvain, en fait, il semblerait que d'après leurs observations, que les larves paniquent, elles sortent des alvéoles, elles tombent et on les retrouve cramées quoi. Ils ont l'impression, au moins l'impression qu'ils les ont retrouvées cramées.
Donc ça veut dire que c'est vraiment très très restreint, et ça veut dire que ce traitement thermique, qui est très lourd, très compliqué, avec pour l'instant du matériel qui est très cher, bon, on aurait pu baisser le prix, hein, ça c'est pas très grave. En fait, il doit être complété par des traitements à l'acide oxalique. Donc ça veut dire que bon, on est vraiment encore dans des trucs pas réalistes du tout. Et ça, je savais pas. Moi, je pensais qu'on pouvait éventuellement chauffer tranquillement la ruche, globalement, et obtenir un résultat similaire. Mais si on ne peut pas chauffer les abeilles, je pense qu'elles résisteraient à la chaleur. Mais le couvain, les larves, je crois pas. Donc, s'ils se mettent à gigoter, à sortir des alvéoles et à tomber, ça va pas aller, quoi. Donc, ça marchera pas. Donc, je pense que je vais abandonner j'ai abandonné cette solution qui correspond à rien, quoi. C'est juste un fantasme. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas implémentable, en fait. Donc, qu'est-ce qui reste comme piste? Eh bien, ma conclusion, c'est qu'il reste. Alors, il y a un autre défaut de l'hyperthermie, c'est que si ça se généralisait, on peut penser qu'on finirait par sélectionner les varroas pour une résistance à la chaleur. Il n'y a que quelques degrés d'écart entre les abeilles et les varroas, de ce qu'ils peuvent supporter. Je ne sais pas combien c'est 3-4 degrés. Ça veut dire qu'en réalité, très rapidement, on se rendrait compte qu'il y a des varroas qui résistent à cette température, et on aurait passé des années à travailler pour être à la case départ. Donc c'est ridicule. Donc toutes les méthodes qui vont sélectionner les varroas vont créer des résistances, surtout la chimie, hein. C'est pour la chimie que c'est le plus évident. Et du coup, c'est une fuite en avant qui mène à rien. Donc c'est bien pour les gens qui vendent ces produits, mais c'est peut-être bien pour les apiculteurs qui de toute façon trouvent une solution, mais c'est pas bien pour les abeilles. La seule solution à long terme pour les abeilles, c'est la sélection naturelle. Et c'est pour ça qu'on va encourager les essaimages pour en avoir le plus possible. Et plus on a la rotation, plus on a des générations d'abeilles qui vont vivre localement, et plus on a de chances qu'apparaissent des abeilles résistantes. Parce que la vraie solution au varroa, c'est d'avoir des abeilles résistantes au varroa. C'est ça la vraie solution. C'est ce qui se serait passé dans la nature s'il n'y avait pas d'apiculteurs pour foutre le bordel, en fait. Si les apiculteurs n'étaient pas là pour massacrer les abeilles locales, les abeilles noires, et pour les remplacer par des abeilles invasives, s'il n'y avait pas eu ce phénomène, on peut penser que les abeilles auraient déjà subi une sélection et seraient déjà résistantes aux varrois. Il suffirait qu'une colonie sur 500 survive, toutes les autres meurent, et celle-là, elle a tout l'espace libre. Donc elle peut recoloniser le territoire très très vite, en quelques saisons. C'est ça la nature, c'est comme ça que ça marche. Priver les abeilles de ce mécanisme de sélection, c'est les détruire, simplement. C'est les rendre, ou alors les transformer en abeilles domestiques. C'est ce que fait l'apiculture contemporaine. Elle transforme l'abeille en abeille domestique. C'est-à-dire totalement dépendante de l'homme. Et voilà, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, pour les gens qui aiment la nature, ça n'a aucun intérêt. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme solution? Dans les pistes, il y avait le Stratiolelaps scymitus. Alors le principe, c'est que c'est un acarien, il est complètement inoffensif pour les abeilles. Par contre, tout ce qui bouge et qui est à peu près de sa taille, c'est un prédateur. Donc il dévore les varroas très facilement. Donc si on lâche une horde de scymitus, on les appelle plutôt comme ça, c'est un peu dur à dire, Stratiolelaps scymitus. Donc on dit scymitus. Si on lâche une horde de scymitus en dessous d'une ruche, ils montent dans la ruche et ils dévorent tous les varrois. Et là, on ne peut pas penser que les varrois vont développer une résistance. Ça paraît pas possible, ils sont beaucoup trop méchants. C'est des aliens, hein. Ils viennent, ils transpercent les varrois, ils les aspirent et ils sont morts. Donc ça me paraît une bonne solution. J'ai regardé les vidéos et apparemment il y a beaucoup de retours qui disent que ça marche très bien. Bon, bien sûr, quand on arrive à l'implémenter, quand on arrive à le mettre en place. Parce que la difficulté, moi, ce qui m'avait un peu refroidi, c'est le fait que mettre ça en dessous la ruche, alors que ces animaux ont besoin de
je sais pas quelle température ils ont besoin. Enfin, ils ont besoin de conditions particulières, d'hygrométrie, etc. Peut-être de chaleur, ça je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, ça coûte assez cher et c'est pas évident quoi, à mettre en œuvre. Donc moi, je m'étais dit que c'était viable comme solution, uniquement à condition que nous, on apprenne à les élever pour les avoir, pour les avoir autant en quantité qu'on veut sans coût, ça coûtera rien. Donc la première étape que j'avais identifiée, c'était d'apprendre à les élever. Donc ma première tentative n'était pas terrible. J'ai acheté une boîte, je l'avais mis dans un aquarium. Et puis au bout de 2-3 jours, d'abord j'en ai vu très peu, ils sont tout petits, c'est pas facile à voir. Au bout de 2-3 jours, bah, il n'y en avait vraiment plus, donc ça n'a pas marché du tout. Donc là j'ai discuté avec le vendeur qui m'a dit que le, les grains qui sont donnés avec, c'est pas du tout pour les nourrir, c'est juste pour les séparer, pour pas qu'ils soient écrasés. Et pour les nourrir, il faut absolument leur donner de l'humus avec des insectes à l'intérieur pour qu'ils se nourrissent. Donc ça veut dire qu'il faut, je suis pas sûr que ce soit si dur que ça en fait, hein, mais il faut s'en occuper. Il faut amener de l'humus, le mettre sous la ruche. Alors il y a deux façons, je pense qu'il y a deux façons d'utiliser les skimitus. Soit comme on a des vidéos des gens qui font la promotion de ça, j'ai oublié le nom là aussi, on les retrouvera, c'est pas dur à trouver. C'est-à-dire qu'en dessous de la ruche, on creuse une sorte de terrier. Il y a une communication entre le dessous de la ruche et la ruche elle-même. Et les skimitus ils vivent dans un substrat qui leur est favorable. Et puis de temps en temps, ils font une razzia quand ils n'ont pas assez à manger Ils font une razzia, ils montent dans la ruche, ils dévorent les varrois et ils retournent se cacher dans leur habitat naturel qui est sous la ruche. Ça, c'est la première solution, c'est l'idéal, c'est une espèce de symbiose et là, on touche plus à rien. Mais dans un premier temps, là, pour moi, c'est pas très réaliste parce que ça marchera pas en fait. Ils vont tous mourir et on va pas racheter sans arrêt ces trucs-là, c'est pas possible. Donc ça, c'est le truc idéal quand un truc est bien installé, bien maîtrisé. Mais avant ça, si on élève dans un environnement contrôlé les skimitus à la maison, dans un aquarium bien fermé pour éviter d'en avoir partout, eh bien on peut très bien prendre une boîte et puis faire un traitement. On prend les skimitus, on les met en bas de la ruche, on les laisse faire leur boulot de tueur et puis après, ben, advienne que pourra. S'ils survivent, tant mieux pour eux, sinon tant pis pour eux. Et du coup, ça, on peut répéter ce traitement plusieurs fois par an et là, s'assurer du résultat. Et là, si on a des résultats, c'est déjà génial. Donc voilà mon objectif. Donc je me lance dans l'élevage des skimitus. Donc j'en ai déjà acheté, j'ai acheté une nouvelle fournée. Je vais les recevoir et cette fois, je vais essayer de bien travailler pour les conserver et les avoir vivants. Déjà bien les repérer, il faut un petit microscope ou une bonne loupe. Un peu comme pour les varrois, il faut bien les voir. Et puis voilà, les entretenir, et voilà, les faire vivre, faire de l'élevage. On ne fera pas d'élevage. Nous, à Pifil, on ne fera pas d'élevage d'abeilles, mais on fera l'élevage de skimitus. Bon, là, les skimitus, je pense qu'on risque pas d'abîmer l'espèce, elle se porte bien. Du coup, mon emplacement en bas de la ruche, là, bah, là j'avais imaginé de l'utiliser comme piège passif pour les frelons, ce qui est une très bonne idée. Mais, je ne sais pas si je l'avais dit, mais on peut tout aussi bien utiliser la hausse, le grenier, pour faire la même chose. Puisque nous, on fera une collecte de miel seulement au printemps. Après le printemps, on retire la hausse, on retire les rayons de la hausse, on ne les remet surtout pas. On referme et ça devient un emplacement libre pour servir de nourrisseur en hiver, et pendant l'automne, on s'en servira comme piège passif. Donc les frelons viendront, là, ici. Là, il n'y aura pas d'abeilles ici, ça sera fermé. Là, entre le corps et la hausse, il y aura un couvre-barrette, du coup, ce sera étanche. Du coup, les frelons pourront rentrer là, dans la hausse, dans le grenier, et se faire capturer. Donc on aura notre piège passif, qui risque d'être dévastateur pour les frelons. Parce que là, les frelons, je ne vois pas comment ils ne rentreraient pas dans la ruche. C'est impossible. Ils adorent rentrer dans la ruche s'ils peuvent. S'il n'y a pas des abeilles pour garder la porte, ils rentrent. Donc là, ça va faire très très mal. Donc on a notre piège passif qui sera dans le grenier. Et donc la partie basse, qui fait 30 par 30 par 16 cm, et bien là, on va la réserver pour les skimitus. Et on sera bien en dessous de la ruche. Donc sous la ruche, on va mettre un plateau peut-être un petit peu fermé, une petite plaque. Dans la boîte,
Peut-être qu'on organisera un casier, hein, peut-être qu'on on fera une ouverture avec un tiroir pour pouvoir les retirer et les remettre facilement. Là, on va faire évoluer le truc. Par derrière, on fera une porte et on pourra mettre un tiroir. Et dans le tiroir, il y aura de l'humus bien frais avec tout ce qu'il faut comme nourriture, plus les skimitus, et on les laissera vivre à l'intérieur. Ici, en plus, ça sera très fermé, donc ça sera protégé de l'extérieur, protégé de la température, protégé de l'eau. Si on met de l'humidité, il faut 30% d'humidité, ça sera protégé de la sécheresse, puisque ce sera un petit peu fermé. On peut mettre un tiroir étanche en plastique pour aider à conserver l'humidité. Enfin, franchement, ça paraît jouable. Et du coup, eh bien, on aura notre colonie de skimitus qui pourra vivre en dessous de la ruche. Donc, voilà. Donc ça, on peut le faire tout de suite, dès qu'on peut. Dès que j'en ai, là, j'essaie de le faire, d'avoir mes colonies de skimitus qui vivent en dessous de la ruche. Par contre, il faudra les nourrir, ça c'est clair. Est-ce que s'il y a beaucoup de varrois, ils pourront se nourrir de varrois, mais l'idéal, c'est qu'il n'y ait plus de varrois. Donc, il faudra veiller à ce qu'il y ait des colonies d'autres insectes qui vivent dans la partie basse. D'ailleurs, ce qui veut peut-être dire qu'au lieu de fermer la partie basse vis-à-vis du sol, il faudrait peut-être creuser sous la ruche, installer un tapis d'humus, un petit peu souple, pour que des insectes puissent facilement vivre dans ce milieu et que les skimitus puissent vivre à la fois dans la partie basse de la ruche, où on mettra de quoi les attirer avec des aliments, et quand il n'y a pas d'aliments ponctuellement, eh bien, ils ne seront pas foutus, ils pourront aller dans le sol et se nourrir du sol. On pourrait même imaginer de mettre dans le sol de la nourriture attrayante pour la faune locale, et ce qui fait que toute la faune locale d'insectes viendra dans cette zone pour se nourrir, parce qu'on leur donnera, je sais pas quoi, du grain, n'importe quelle nourriture qu'ils aiment, et comme ça ils rencontreront les skimitus, et ils serviront de déjeuner, et peut-être même de dîner. Franchement, le plan là, il me paraît super réaliste. Moi, c'est cette idée que les skimitus, qu'il ne peut pas y avoir de résistance aux skimitus, je trouve ça excellent. Et si tout se passe bien, on n'a plus besoin d'intervenir. Hein. La symbiose se fait, les deux colonies vivent côte à côte, et les abeilles n'ont plus besoin de nous. C'est le but de l'apiphylie. Pas mal, hein. Franchement, c'est un beau plan. Donc là, je suis content du look. C'est très réussi, c'est très joli. Je vais essayer de trouver un support en bas qui ne soit pas un toit en tôle. Là, j'ai ouvert une ruche pour voir si c'était déjà humide. Bon, la fibre de bois est sensible à l'humidité. Mais ma réponse à cette possibilité de critique, c'est qu'en fait, d'abord là, je l'ai laissé quelques jours et on voit qu'il y a zéro humidité. Hein, c'est complètement... on voit les barrettes là. Donc il n'y a pas de barrette. Hein, quand on est en mode en avril, il y aura un couvre, il y aura peut-être une sorte de grille à propolis pour être sûr qu'au début, les abeilles construisent sur les barrettes. Et un couvre-barrette et les abeilles vont construire. Et tout ça, ça sera vide au-dessus. Et ensuite, si ça se développe bien, eh bien on rajoute les barrettes, on active la hausse, et puis on fait sa petite récolte dès que c'est prêt. Dès que c'est rempli, on fait une récolte par an et après on referme. Ensuite on retire tout, on retire les rayons, on retire les barrettes du haut, on referme en bas et on a un nourrisseur. On a un espace pour un nourrisseur. Et en automne, cet espace servira de piège passif contre les frelons. Voilà les trois fonctions du grenier. On voit que là je touche, c'est absolument pas humide. Il n'a pas plu non plus beaucoup. Je pense que ça sera protégé contre l'humidité et contre les insectes et contre tout. La fibre de bois, les insectes peuvent s'y intéresser aussi. Et on pense aussi aux papillons. Hein. Je pense que les papillons, si on laisse des papillons, ça va être le top pour eux. Hein. Parce que les papillons s'incrustent dans le bois. Et alors là, avec la fibre de bois, c'est encore plus facile pour eux. Mais déjà, les ruches en bois, ils en font du petit bois, c'est le cas de le dire. Ils font des trous dedans et les larves s'incrustent dans le bois. Alors avec la fibre de bois, ce sera encore plus facile. Mais comme nos ruches seront en bonne santé, il n'y aura pas de papillons dedans. Et donc pourquoi l'intérieur de la ruche n'aura pas d'humidité? Tout simplement parce que les abeilles dedans. Les abeilles veilleront, elles, à éviter l'humidité, parce qu'elles savent le faire, c'est leur boulot. Elles savent faire du miel, donc elles savent contrôler l'humidité, bien sûr, c'est leur boulot. Elles sont génétiquement prévues pour ça.
Et donc elles sauront conserver la ruche dans un état d'hygrométrie tout à fait bon. C'est logique. Donc là j'ai pas d'inquiétude par rapport au matériau lui-même. Ok, là je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant il me reste des panneaux de fibres de bois pour construire encore 2 ou 3 ruches. Donc je vais le faire, je vais terminer, je vais faire ces 2 ou 3 ruches supplémentaires sur le même modèle. En fait là il n'y a plus de, ça va être ce modèle à droite, hein, ça va plus. Alors la petite surprise supplémentaire, j'ai vu une vidéo sur les ruches trompes et je me suis rendu compte qu'une fois de plus, sans le faire exprès, j'ai reproduit la ruche tronc. Parce que les ruches troncs, il y a un système c'est encore arrêté. Il y a un système qui ressemble en fait, avec le truc comme ça décalé, on pose dessus. Quand on regarde une ruche tronc, il y a un système qui ressemble à ça. J'ai pas fait exprès, donc c'est plutôt sympa. Ce truc, ça ressemble à une lose, à ce que j'ai mis dessus. Ça ressemble à une lose. Donc c'est bien. Encore une convergence vraiment super sympa. Voilà, donc dès que j'aurai terminé ces 2 ou 3 ruches qui me restent à faire, j'irai chercher de la fibre de bois, mais cette fois, j'ai vu que ça existe, je ne savais pas au tout début. Au lieu de prendre des panneaux de fibre de bois avec des languettes sur le côté, qui moi m'aident pas du tout, ça me rajoute du travail. Les languettes, c'est ça là. Voilà. Il y a des languettes ici là, que j'ai été obligé de couper et de recoller derrière. Moi ça me fait du travail pour rien. C'est des languettes qui servent à juxtaposer les panneaux quand on les met contre un mur ou sous un toit. Moi ça ne m'arrange pas du tout cette affaire. Puis en plus ça me diminue la largeur du panneau qui n'est plus de 60, qui devient 58. Du coup ma largeur là fait pas exactement 30. Donc dans les prochaines constructions, je prendrai des panneaux sans languettes, plus facile à couper, et en coupant dans la longueur en deux, on a juste les 30 cm qu'il faut. Donc là ça sera super. Ah, une autre décision que j'ai prise, c'est de ne pas distribuer les ruches caissons. La raison, c'est que c'est pas économique. C'est André qui voulait pas qu'on vende des ruches caissons. De toute façon, à chaque fois que je fais un truc nouveau, il veut pas. Donc, et là, il y a un bon argument pour ne pas le faire, c'est que le transport est trop important. On veut des ruches pas chères. Là, si on expédie de la fibre de bois, ça coûte trop cher. Ça vaut pas le coup, c'est dommage. Donc ce qu'on va faire, on va distribuer des kits de construction de caissons. Donc il suffira, avec le kit, on aura tout ce qu'il faut. On aura des bouteilles avec la peinture dedans. 3-4 bouteilles, petites bouteilles de peinture. J'ai fait le test, ça marche très bien. Pour pas avoir à faire la peinture, parce que la peinture suédoise, il faut déjà se la coltiner. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de se fabriquer une première ruche pour apprendre à le faire, et ensuite ils se débrouillent. S'ils veulent en faire dans leur coin, c'est pas très difficile, hein. Il y aura une vidéo qui explique comment faire la peinture suédoise, etc. Comment faire tout le reste. De toute façon, il y aura une vidéo pour montrer comment, à partir du kit, construire une ruche. Donc dans le kit, il y aura des barrettes, il y aura des tiges en fibre de verre, il y aura bien sûr une notice, il y aura la peinture, il y aura les chevilles qui permettent d'assembler les panneaux, il y aura de la colle, voilà, il y aura tous les accessoires qui permettent de construire une ruche sans s'embêter. Plus les plans, plus une vidéo, et là c'est parti, là on peut s'en fabriquer autant qu'on veut. Donc l'idée, ça sera d'aller dans le magasin de bois local avec sa voiture, donc ne pas payer le transport de la fibre de bois, et là, du coup, la ruche, elle coûtera vraiment pas cher. Et ça coûtera pas cher à expédier parce que là le matériel il n'est pas très lourd, il n'est pas très gros. Donc là c'est là qu'on va réussir à faire vraiment une ruche ultra économique. Voilà, ça c'est une autre idée là qui a émergé. Mais j'ai tout dit je crois, c'est bien. Donc là maintenant je termine mes 2 ruches supplémentaires. Cette fois je les amènerai à Montgeron en réserve. Je les mets toutes dehors pour voir comment ça réagit. Mais je suis pas très inquiet. Dans le pire des cas, peut-être que le dessus, avec l'eau qui frappe le toit, va peut-être abîmer la peinture suédoise, je suis pas sûr. Je préfère éviter de mettre du C3. Là, j'ai mis du C3, donc à mon avis, ça c'est indestructible. Là, celle-là, elle va pas être abîmée. Par contre, les autres, j'ai mis une épaisseur plus grosse de peinture. Là, j'ai mis une bonne couche.
On verra ce que ça donne. Je reviendrai de toute façon pour les repeindre, hein, et en mettre un peu plus. La peinture coûte vraiment pas cher. Et si on la met en couche épaisse, ça fait, c'est plus un enduit qu'une peinture en fait. Bon, je pense que là j'ai terminé, j'ai fait le tour. C'était Rucher de Crosne, installation de la 3e et dernière ruche. Tiens, je me suis demandé si je pouvais en mettre d'autres, peut-être une là. Je sais pas si les jardinières vont venir m'embêter, mais dans l'absolu, je pourrais en mettre une ici, là en plein milieu des framboisiers. Ce serait pas mal, même deux en fait. Je pense que je ferais ça. Peut-être que j'en mettrai deux ici. Sur toute la longueur. Ouais, deux en fait, ça veut dire trois. Pratique, ça veut dire trois. Ouais. Mais là, on est trop proche du... Je sais pas. On est trop proche de la barrière là. La haie là finira par pousser, ça c'est pas mal. Et là, il y a le figuier là. Le figuier d'Abderrahmane qui est là. Bon, allez. Fin de cette vidéo à Crosne.